Est-ce que vous voyez cette image? Je suis persuadé que vous l'avez déjà vue au moins une fois. Elle est souvent légendée avec un « à votre avis, s'ils se rencontreraient, ils parleraient de quoi ?» Eh bien, pour répondre à cette étrange question, j'en sais déjà vraiment rien vu qu'il y en a un que je ne connais pas. Et second point, arrêtez avec ça. Mais pour rester sur ces trois personnages emblématiques du seinen, on a d'abord Thorfinn, dont j'ai déjà pu vous partager tout l'intérêt que j'ai pour lui assez récemment. Ensuite on a Guts, mais je me le garde pour une autre fois. Donc il n'en reste qu'un. C'est le seul dont je n'avais pas encore pu faire la connaissance. Et comment vous dire, ce protagoniste est particulier. Il aura su faire preuve d'une justesse dont je n'avais jamais vu. Suivre une quête de puissance tout en comprenant parfois sans même le moindre mot les raisons qui l'auront mené là où il en est n'aura jamais été aussi prenant. La justesse dans l'expression de ses pensées, ses doutes et surtout la grande ambition qui l'habite m'auront à la fois poussé à l'interrogation, le respect et surtout l'admiration. Suivre sa quête m'aura parfois fait presque oublier que c'était un personnage fictif. Attends. Vagabond est bien plus qu'un manga. C'est pour moi quelque chose qui aura surpassé ce qui aura été fait dans le domaine sur bien des aspects. Mais ce qui se distinguera réellement du reste, c'est son protagoniste. Je pourrais commencer par vous parler de ce personnage en vous disant qu'il aurait été fortement inspiré de son homologue dans la vraie vie véritable. Mais vous le présenter comme tel serait quelque part un mensonge. Oui, il y a bien existé un individu portant le même nom qui sera devenu par la suite le plus célèbre samouraï du Japon, mais ce Miyamoto Musashi n'est pas né directement d'une inspiration historique. Il aura émergé de l'esprit de Takehiko Inoue qui se sera lui-même inspiré de l'œuvre de l'auteur Eiji Yoshikawa, retraçant une version romancée de l'histoire de Musashi, la pierre et l'épée. Donc dire que celui qu'on va suivre dans Vagabond est un personnage ayant véritablement existé n'est pas forcément exact, vu qu'on parle de la version romancée d'une version déjà romancée. Nombreux seront ceux qui auront cherché à retracer la vie et les pensées de Miyamoto Musashi, à l'aide des écrits qu'il aura laissés, le fameux traité des 5 roues. Je l'ai pas lu. Il y a un temps, j'ai voulu le lire pour la culture et pour aussi vous faire cette vidéo. Mais un ami l'ayant déjà lu 2 fois, m'aura plutôt conseillé de m'intéresser à un autre, Bushido, l'âme du Japon. Et comme il est plus fort que moi à la bagarre, j'ai évité de le contredire. Oui, du coup, ça m'arrive de lire des livres qui n'ont pas d'image. Et bien que cela ne parle pas de notre fameux samouraï, cette lecture n'aura fait qu'appuyer pourquoi cette interprétation de Musashi faite par Takehiko Inoue est déjà aussi exceptionnelle. Mais surtout pourquoi je pense que derrière cet homme se cache bien plus. Mais le meilleur moyen de vous en parler, c'est d'abord de vous donner un peu le contexte de son histoire. C'est le 21 octobre de l'an 1600 que Tokugawa Ieyasu aura écrasé ses ennemis en devenant le 3e unificateur connu du Japon, ce qui par la suite entraînera de grands changements au sein du pays. Mais ça nous concerne pas. Aujourd'hui, on va plutôt suivre l'histoire de l'un des survivants de l'autre camp, celle d'un jeune garçon qui pour la première fois de sa vie aura subi la défaite. Takizo Shinmen du village de Musashi pourrait être décrit en un seul mot: marginal, à la fois de par sa constitution bien plus robuste que celle d'un japonais moyen, mais surtout par son choix de fuir le champ de bataille en refusant de suivre dans la mort les grands perdants de la bataille de Sekigahara, devenant ainsi la honte de son village, ce qui est donc passible de mort. Parce que oui, on parle quand même du pays où on peut te sortir des « je vous ai manqué de respect, permettez-moi de mettre fin à ma lignée ». Sauf que Takezo n'est pas vraiment dans les traditions. Son seul but est de prouver au monde qu'il est le plus fort, que c'est un guerrier sans rival. Mais pour cela, il devra affronter tout ce qui doit s'en suivre. C'est donc là que notre personnage principal laissera tout derrière lui jusqu'à même son propre nom, pour se consacrer uniquement à l'art de l'épée, devenant ainsi Musashi du village de Miyamoto. D'abord agissant comme un véritable chien fou, son seul but sera de défier chaque bretteur qu'il trouvera sur sa route, à commencer par les plus réputés de l'ancienne capitale. Mais son ambition débordante viendra rapidement être stoppée en lui faisant douloureusement comprendre une chose: le monde est vaste. Une bête solitaire qui n'aura appris que de par son environnement sauvage aura encore beaucoup à expérimenter, avant de se tenir au sommet de l'art de la tactique. Puisque comparé aux différents adversaires marquants que Musashi rencontrera, il n'aura reçu aucune réelle instruction sur son art. Son propre père, bien qu'étant un bretteur renommé, ne sera plus qu'un poids pour lui qu'une inspiration. Mais malgré cette absence de mentor, son voyage ne l'empêchera pas de trouver des figures d'inspiration qui lui permettront de compenser ce manque afin de créer sa propre voie, de lentement se détacher de l'image futile qu'il se faisait de la force. C'est donc là qu'est tout l'intérêt de l'histoire de Musashi. Malgré les exploits retentissants qu'il enchaînera, la seule chose qui égalera sa réputation grandissante sera le poids de son questionnement. Est-il réellement fort? Être sans rival est-il un statut qu'il pourrait atteindre seulement par sa maîtrise de l'épée? L'histoire ne sera pas là pour nous amener la réponse. Elle nous emmènera plutôt
plutôt dans les profondes réflexions de son protagoniste, ses doutes et ses aspirations. Et ce qui sublimera cette invitation à venir réfléchir par soi-même sur ce sujet, ce sera le dessin de Takehiko Inoue. Oui, on va quand même en parler un peu. Ici, la simple contemplation de ces planches fera que l'on peut se passer de mots. Le simple coup de pinceau du maître suffira. Que ce soit dans une assourdissante bataille, un sanglant affrontement ou même un moment seul dans un coin reculé. Rien d'autre ne sera plus éloquent pour nous faire comprendre ce que traversera Musashi. Et je pense que c'est grâce à ça que beaucoup de lecteurs ont pu faire preuve d'autant d'empathie envers le protagoniste. Pourquoi on arrive aussi facilement à s'identifier à lui? Cette manière de chercher à discerner la moindre de ses pensées simplement au travers de ses expressions, personnellement, je l'ai réellement ressenti, surtout lors de son affrontement face au clan Yoshioka. Et il faut quand même en parler vu que ce combat est un cas d'école en termes d'exécution. L'enchaînement de tous ces chapitres de combat sous haute tension, le moindre coup que Musashi recevra pourrait au mieux l'handicaper pour la suite de la bataille ou le reste de ses jours, voire même être fatal. On verra petit à petit notre protagoniste se faire repousser dans ses derniers retranchements, peinant à chacun de ses coups alors que le nombre de ses adversaires ne semblait pas décroître. C'était interminable. Je n'aurais jamais cru pouvoir un jour lire un combat aussi étouffant. Et quand tout prendra fin, il sera le seul encore debout. Sa légende venait d'être faite. Mais pourtant, c'est cet événement qui annoncera la partie la plus difficile de sa vie. Mais pour mieux comprendre la suite, il vaut mieux d'abord parler des rares autres personnages développés dans Vagabond. Vu qu'ici on rentre dans une phase où notre cher Musashi n'aura plus rien à prouver aux autres. Fini le jeune et fougueux protagoniste qui ira défier les plus réputés que lui. Ici, ce sera lui le poursuivi par tous les désireux de se faire un nom. Et prendre la place d'en face lui fera comprendre que bien qu'il aura prouvé au monde sa force, il n'a pourtant pas réussi à se convaincre lui-même. Il n'est toujours pas au bout de sa quête. Alors qu'il vient pourtant d'atteindre ce que lui et Matahachi avaient en tête depuis plusieurs années. Son ami d'enfance qui aura eu un avenir bien différent. Vu que c'est celui que Musashi aurait pu être s'il n'avait pas eu la capacité de surmonter sa peur et ses faiblesses et de mettre ses ambitions avant son honneur. Il incarne ce genre d'homme qui aura succombé aux pires tentations, laissant de côté le brillant avenir qui aurait pu s'offrir à lui. Sauf que même s'il n'était pas encore trop tard, il n'aura pas fait le choix de remonter la pente. De par un acte qui est un peu coutume du peuple japonais. Celui de mentir plutôt que de heurter la personne en face par une quelconque impolitesse, qui sonnera donc comme un choix naturel pour Matahachi envers sa propre mère, afin de ne pas la faire mourir de chagrin à l'idée que son fils était un fuyard incapable. Sauf que malheureusement, il devra en assumer les conséquences en endossant aussi la responsabilité que de se faire passer pour le terrible bretteur qui est Sasaki Kojiro. Parlons-en justement. Bien qu'ayant traversé aussi les siècles comme Musashi, Sasaki Kojiro reste assez mystérieux. Son histoire est remplie de zones d'ombre. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que c'est le plus grand adversaire que Musashi aura affronté, même si les détails de leur duel sont encore aujourd'hui discutés. Ici, dans Vagabond, il servira de rival final à notre protagoniste, en étant malgré sa surdité un individu né pour manier le sabre sans nul autre pareil, si bien que la représentation qu'en aura fait Inoue lui donne une image presque surnaturelle, comme si par l'épée il aurait pu atteindre l'illumination. Ces deux Sasaki Kojiro sont là pour rendre encore plus floue la réelle place de Musashi. Il n'est sûrement pas un Matahachi ayant échoué à s'accomplir, étant déjà considéré comme l'un des plus grands, celui qui est capable de prendre à lui seul 70 mètres dans l'art de l'épée, qui, si certains ne l'avaient pas encore remarqué, est un exploit inhumain. Mais pourtant, ce dernier ne semble pas être complètement débarrassé de ses défauts, comparé à un Sasaki qui semble avoir atteint une sorte d'éveil. Cet entre-deux, c'est un peu la base même du questionnement de Musashi. Malgré tous ses exploits, il se demande encore s'il est fort. Est-il celui qui a réellement gagné toutes ses batailles? Vu qu'actuellement, en continuant d'arpenter cette route teintée du sang de ses ennemis, chaque coup qu'il porte semble le blesser lui-même. Peut-être que sa quête de grandeur devrait prendre fin. Sauf qu'on oublie que le véritable Miyamoto Musashi c'est avant tout un philosophe, donc peut-être que la solution pour lui est donc de changer de perspective. Et je pense qu'il est grand temps de s'attaquer à l'arc le plus important de Vagabond. Quand on parle de Thorfinn, le point culminant de son développement c'est son arc de rédemption. Mais quand on parle de Miyamoto Musashi, ce sera un autre type d'arc qui est bien plus abstrait pour beaucoup. C'est la quête de sens, celle qui nous fera comprendre que la voie de notre protagoniste ne concerne pas que le maniement de l'épée. Le voyage de notre Ronin aura débuté car on lui aura refusé la mort, devant donc assumer celle qu'il aura causée par sa main tout en continuant de vivre. Mais cette fameuse quête ne pouvait trouver de sens dans seulement le but de prouver sa valeur au monde, car quelque part c'est un objectif bien abstrait. Et plus il progressera sur cette voie, plus il en comprendra la futilité. Lui qui cherchait à devenir invincible comprendra que finalement ce n'est qu'un simple mot. Donc désormais, que peut-il faire ?
Vaincre les meilleurs escrimeurs, qu'ils soient seuls ou en groupe, afin de gagner en renommée n'est donc pas une réponse acceptable. Mais pourtant, la solution se trouvait bien dans une forme d'affrontement. Sauf que là, ce sera un combat où la victoire ne réside pas simplement à prendre une vie. Pour la première fois, notre protagoniste s'adonnera à une autre voie que celle de l'épée, dans un domaine où la force qu'il aura caractérisée tout du long n'aura que peu d'importance. Car outre le fait que l'art de la culture de la Terre peut être pratiqué par quiconque, ici il ne s'agit pas de surpasser ceux qui se trouvent en face. Étant bien trop fort, le seul moyen c'est de savoir l'écouter et d'attendre le moment opportun. C'est une compétence qu'un piètre bretteur ne pourrait pas saisir si facilement, vu que lui qui aura passé sa vie exclusivement en se tournant vers les plus forts ne saura cerner ce qui est propre aux plus faibles. Mais ça c'est si on parlait d'un samouraï des plus moyens. Rappelons-le qu'ici ce n'est pas n'importe qui. Musashi ayant toujours souhaité être sans égal sous le ciel, cela fait donc de lui la terre. Bien que robuste et stable, il est plutôt inapte au changement, ne pouvant que lutter et subir l'adversité. Donc au travers de cette expérience, Musashi devra donc apprendre à devenir l'eau. À prime abord instable face aux moindres petits changements, cela cache en réalité une capacité de perpétuelle adaptation, la rendant ainsi immaculée de toute blessure, en quelque sorte invincible. Ça c'est une image qui collerait beaucoup plus à Sasaki Kojiro, traduisant aussi une leçon que Musashi aura peiné à saisir au début de son périple. De par son éternelle quête de puissance, il n'aura jamais vu que la feuille qui cache l'arbre, qui cache elle-même la forêt. Bon oui, je pense qu'on tombe un peu dans le cliché niveau expression. Ce qui manquait donc à notre samouraï, c'était tout simplement une plus grande perspective de sa propre voie, une vision un peu moins centrée sur lui-même et la voie du sabre. Car tout comme la simple goutte d'eau qui peut connecter avec un vaste océan, la simple vie qu'il avait jadis qualifiée d'insignifiante prendra toute son importance. Car ici, elle sera prise dans quelque chose de bien plus grand que soi. C'est aussi ce qui aura poussé Musashi à rester dans ce petit village malgré le terrible hiver qui s'annonçait et la présence d'insectes de toute taille. Et tout comme nous au fil de notre lecture, il en aura beaucoup appris. Mais comme les choses sont bien faites, ce ne sera pas qu'à sens unique. Lui aussi se permettra d'insuffler en retour ce qu'il fallait aux villageois afin d'aller jusqu'au bout de leur tâche. Eux qui au début le regardaient comme quelqu'un qui n'était pas à sa place. Ce dernier aura su quelque part les changer aussi, même s'il ne fera que révéler une autre faiblesse de l'homme, le refus de voir ses propres défauts. Donc vous l'aurez compris, Musashi en ressortira grandi, car désormais on peut voir enfin une nette définition entre lui et celui qui aura quitté son village natal. Celui qui aurait été attaché pendant des jours préférant souhaiter la mort que de prononcer la moindre plainte. Et bien aujourd'hui, il sera devenu un homme capable de s'incliner pour le salut des autres, réussissant à accomplir ce qu'il n'aurait pu faire auparavant. C'est pour moi le réel point culminant de son développement. Il aura enfin acquis la compréhension de ce qui lui manquait depuis le début, et cette vision nouvelle de la vie sera un tournant pour lui, qui sera d'ailleurs corrélée par l'évolution de son art. Sa logique de l'épée deviendra sans nul autre pareil, car elle aussi aura de nouvelles perspectives, l'appliquant à son simple travail de la terre, mais aussi lorsqu'il doit l'enseigner. Désormais, cela vient outrepasser le simple domaine du maniement de l'épée. C'est donc ainsi qu'il donnera un réel sens à sa propre existence, en comprenant que la vie n'a effectivement pas la moindre valeur si cela ne concerne que soi-même. Même si elle est assez simple, c'est une très bonne conclusion, et de toute manière on va devoir s'en contenter vu que c'est le dernier arc qui aura été achevé. Le dernier chapitre de Vagabond sera publié en 2015. Cela fait donc 9 ans que Takehiko Inoue aura fait le choix d'arrêter la publication de Vagabond, nous laissant donc sur la fin de son meilleur arc et prophétisant le combat le plus emblématique du véritable Miyamoto Musashi. Le fameux affrontement final face à son plus grand rival, Sasaki Kojiro. Sauf que c'est là qu'on arrive sur le plus gros problème de l'histoire de Vagabond. Ici, on ne sait même pas comment cet affrontement s'est réellement passé, si déjà il a eu réellement lieu. Mais d'un autre côté, Inoue n'a jamais eu l'ambition de nous faire vivre une histoire historiquement fidèle. Car entre notre Musashi et le véritable, il y aura certaines différences qui seront les raisons de l'arrêt de l'auteur. Et pour mieux cerner toutes ces raisons, on va devoir un peu parler de lui. Takehiko Inoue est un monument du manga, connu avant ça pour l'immense slam dunk qui aura influencé le Japon et pas que sur le monde du basket. Son succès est tel que c'est probablement le japonais le plus influent dans ce sport, un sport qui le passionne et qu'il aura beaucoup pratiqué. On est au point où il finance une bourse pour que les jeunes joueurs japonais puissent aller vivre un an aux États-Unis pour aller se perfectionner. Et on peut aussi ajouter que par la suite il aura fait un autre manga sur le basket, Handicapé, parce que oui, il aura vu un reportage sur le sujet et ça l'a fasciné. Du coup, il aura décidé de faire une histoire
histoire dessus. Et bien Vagabond, c'est pareil, c'est cette même passion qui l'aura mené jusqu'ici. Au lycée, à l'instar de Musashi, il pratiquait le kendo. C'est donc aussi un sport dont il aura un réel intérêt et donc un peu saisi les codes. Jusqu'à ce qu'il change pour le basket parce que selon lui, ça lui permettrait d'avoir plus de succès auprès des filles. Bon, on va dire que ça lui a plutôt réussi. C'est donc bien plus tard qu'il vous lira le roman que je vous ai cité en début de vidéo, La Pierre et l'Épée. Et tout comme ce reportage sur le handi-basket ou son envie de plaire aux filles avec ce même sport, ça l'aura poussé à donner vie aux aventures de Miyamoto Musashi. Ou pas vraiment. En réalité, celui qui se lancera dans cette quête pour devenir sans rival, c'est l'auteur lui-même. Un voyou sans but dans la vie qui commence le basket pour plaire aux filles, une personne qui cherche à prouver que même en étant différent des autres, il a le droit d'avoir de l'ambition, et un homme considéré comme un démon depuis son enfance qui souhaite explorer les limites de son art. Tous ne sont que des marginaux, qui iront au bout de leurs ambitions malgré ce que la société leur dicte. Tout ça, c'est juste Takehiko Inoue. Toutes ces histoires qui semblent si différentes ne sont que les réflexions qu'il aura eues sur la manière de penser du peuple japonais, sur ce qui depuis plusieurs siècles aura forgé la société dans laquelle l'auteur aura vécu, des valeurs qui ont pris racine à l'ère où se passeront les aventures de Musashi. Notre Vagabond n'est donc que le prolongement d'un auteur qui aura été aussi un peu un marginal, qui toute sa vie aura cherché qui il était vraiment, pour par la suite finir par se plonger pleinement dans son art. Si j'avais un peu plus de temps, j'aurais aimé vous parler à quel point Inoue est quelqu'un qui aura cherché à aller à contre-courant, mais j'ai peur de rendre cette vidéo trop indigeste, donc on va plutôt conclure. L'auteur ici ne dessine pas seulement les aventures d'un personnage historique, il exprime plutôt au travers de son image tout ce que cela lui évoque, et c'est pour cela que ces simples planches sont aussi parlantes, les rendant quelque part inadaptables sur un autre support. Oui, il n'y aura jamais d'animé Vagabond. Dites-vous que l'exercice est si éprouvant pour Inoue qu'il lui arrivera souvent de ne ressortir que de la frustration après une longue session de dessin, parce que selon lui, il n'aura su capter la suite de l'histoire de Musashi. Donc à la manière de ce dernier, il aura aussi cette manie de sombrer pleinement dans son art, négligeant tout le reste, sans forcément trouver de réelle satisfaction à la fin. Notre samouraï aura fait exactement la même chose. Il aura stoppé son aventure parce qu'il courait après une chimère, vers une histoire qui ne pourrait pas avoir de fin. À moins que Vagabond a bien une fin. En véritable artiste qu'il est, Inoue aura pu exposer au musée royal d'Ueno, où en plus de nous offrir l'apogée de son art, il nous laissera voir les derniers instants de la vie de notre Vagabond. Au crépuscule de son existence, celui qui aura lutté durant d'innombrables duels mourira finalement de vieillesse, ou d'un cancer des poumons selon l'histoire, partageant ainsi ses dernières pensées et regrets, léguant pour le monde futur les fondements de la voix qu'il aura forgée lui-même, ce qui conclura et transmettra sa légende qui aura inspiré l'auteur. On peut dire que la boucle est bouclée. Vagabond bien qu'abrupt possède donc effectivement une fin. Il faut se dire que contrairement à Thorfinn qui est simplement un personnage historique que Yukimura reprendra pour y transmettre ses réflexions sur l'amour, la mort, la guerre et la paix, Miyamoto Musashi sera bien plus que ça. C'est déjà la figure historique la plus emblématique du Japon qu'on pourrait comparer à un Napoléon, à un Sun Tzu ou à un Jules César, et aussi c'est la représentation de l'esprit du Bushido, qui encore aujourd'hui incarne même l'essence du peuple japonais. Bon après certains ont dû se perdre en route. Mais c'est pas pour rien que de nombreux ouvrages compilent ou viennent analyser ce qui a fait son histoire et sa renommée. Musashi sera donc devenu plus qu'un homme, bien plus qu'un personnage de manga, il est devenu par la force des choses l'incarnation d'un courant de pensée qui encore après 400 ans continuera de sévir et d'inspirer les gens. Au-delà de sa simple quête de force, dans le domaine qu'est le sien, Miyamoto Musashi est effectivement devenu sans rival. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas tu sais comment ça fonctionne. N'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et puis surtout à t'abonner. J'ai vraiment pris mon temps pour faire cette vidéo mais j'ai l'impression que ça rend pas assez hommage au personnage. Mais j'espère avoir quand même apporté ma petite contribution. N'hésite pas à me suggérer d'autres protagonistes assez intéressants à traiter. Et si t'as pensé à Thorfinn, bah sache que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc je t'invite à aller la voir. Et comme d'habitude, j'ai toujours pas d'idée d'outro. Par contre vous pouvez me dire si je ressemble à Zuko dans Avatar.